Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Pour la recherche sur les maladies génétiques, le Téléthon installé cette année sous la Tour Eiffel, l'appel à la générosité pendant 30 heures à venir, un défi qui commence à devenir une réalité, la thérapie génique. Le sommet européen de Nice, dans le vif du sujet, trouvait coûte que coûte un accord sur la réforme des institutions. Les chefs d'État se disent confiants, mais on va sérieusement marchander. Le vrai faux passeport qui aurait permis à Alfred Sirven de prendre la fuite. Le passeport appartenait à un homme, Robert Lapierre. Son fils a été mis en examen. Il vient d'avouer avoir vendu le passeport. John Lennon était assassiné il y a tout juste 20 ans. Ce soir à New York, des milliers de fans participeront à une immense veillée à Central Park. La compilation posthume des Beatles, l'album numéro 1 sorti il y a un mois, s'est déjà vendu à 12 millions d'exemplaires. Le grand rendez-vous de la solidarité avec la 14e édition du Téléthon, 30 heures d'antenne et de direct, 22 000 manifestations un peu partout en France. Et s'il était encore besoin de convaincre de cette nécessaire mobilisation, regardons ensemble l'histoire de Jérémy. Il est atteint de la myopathie de Duchenne. Il s'agit dans son cas d'un accident génétique. Chaque famille qui se croit à l'abri peut donc être concernée et c'est pour lui, pour Jérémy et pour les autres que tous les chercheurs travaillent. Reportage Thierry Moïse. Ce gardien de but s'appelle Jérémy. Sa famille habite un petit village du sud de l'Alsace. J'ai 3 enfants qui sont plus grands que Jérémy, 2 garçons et une fille. Et quand Jérémy avait 5 ans, on a appris qu'il était malade, qu'il avait la myopathie de Duchenne. Dans la famille, c'est la stupéfaction. On n'y connaissait aucun cas de maladie génétique. C'est un accident génétique chez Jérémy, c'est pas héréditaire. Donc c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe quel enfant. N'importe quel enfant, dans n'importe quelle famille, oui. Ça a tout bouleversé parce que c'est au jour le jour, c'est tout le temps, on y pense tout le temps, quand on s'endort, quand on se réveille. Et puis on peut pas être heureux comme avant, hein, c'est sûr. On remarque qu'il perd énormément de force. À chaque bilan musculaire, il perd un peu plus de force. Moi, j'imagine que Jérémy, avant 2 ans, aura perdu la marche. C'est ce que les médecins vous ont dit? Oui. Voilà pourquoi il y a une telle urgence. Pour que les chercheurs trouvent les moyens de stopper l'évolution de sa maladie. Urgence aussi dans sa vie quotidienne, car les muscles de Jérémy ont déjà commencé à se rétracter. Il marche difficilement, perpétuellement sur la pointe des pieds. La mairie a réalisé des aménagements, donc restauré l'école, et cette rampe a été installée. Elle permet donc à l'enfant d'accéder facilement à sa classe. Dans l'avenir, lorsqu'il changera de classe, c'est l'instituteur qui descendra avec ses élèves pour se mettre donc au rez-de-chaussée et pour éviter à l'enfant de grimper à l'étage. Jérémy, est-ce qu'il y a des choses que tu peux pas faire à cause de tes jambes et que tu aimerais faire? Du vélo, courir et jouer au loup. Jouer au loup? Ouais. Le vélo, t'as jamais pu apprendre? Non. Et ça, c'est un gros regret? Ouais. Quand vous imaginez l'avenir de Jérémy, vous l'imaginez plutôt avec de l'espoir ou avec de l'angoisse? Avec de l'espoir, mais aussi avec beaucoup d'angoisse. Parce que je crois beaucoup aux médicaments, mais parfois, si je suis pas bien dans ma peau, si j'ai le cafard, c'est sûr que je suis angoissée, puis j'ai peur pour son avenir. À Nice, le sommet européen entre dans sa phase critique puisque les sujets qui fâchent vont être au menu des 36 heures à venir, un copieux menu et malgré les déclarations confiantes de chacun, on sent bien que la réforme des institutions ne va pas de soi. 2 pas en avant, 1 pas en arrière, puis on recommencera jusqu'à la conclusion de ce rendez-vous qui devrait dessiner l'Europe de demain. Reportage Véronique Saint-Olive et Didier Rancoeur. Aux abords de l'Acropolis où se tient le sommet, les CRS font déjà presque relâche. Si la plupart des commerçants sont encore fermés, à l'heure du pastis, la vie maintenant reprend ses droits. Ambiance détendue aussi au cœur du sommet.
Aujourd'hui, les 15 chefs d'État et de gouvernement ont entériné comme un seul homme toutes les mesures concernant la sécurité alimentaire et maritime, la mise en place d'une défense européenne et l'agenda social qui fixe les priorités pour les 5 ans à venir. Pas de polémique, Jacques Chirac vante l'efficacité de la présidence française, Lionel Jospin celle du travail de ses ministres. On va peut-être commencer. Voilà maintenant le plat de résistance, la réforme des institutions européennes avant l'arrivée des nouveaux membres en 2003. Une négociation ardue où les intérêts des uns et des autres s'opposent. On touche à des questions très sensibles, soit pour les opinions publiques, soit pour les pouvoirs. Et donc chacun devra faire un effort, un important effort, pour accepter un compromis. Je suis sorti raisonnablement optimiste. Nous n'avons pas constaté encore hier soir de mouvement, mais nous avons senti une disposition à bouger. Pour tenter de trouver un accord, la présidence française a mis au point le système des confessionnaux. Toute la soirée et jusqu'au petit matin, s'il le faut, elle recevra un par un chaque pays. Des discussions d'homme à homme pour se dire ce qu'on est prêt à céder en vue d'un compromis qui serait acceptable par tous. Alors, sandwich pour tout le monde, avec l'espoir d'aboutir dès demain. Et en effet, les chefs d'État et de gouvernement, on vous le disait, sont désormais réunis en conclave. Alors sans jouer la parabole, vont se succéder de véritables confessionnaux. La nuit sera longue et Nice prend des allures de Vatican. Christian-Marie Monod. En quelque sorte, c'est la nuit cruciale pour l'avenir de l'Europe qui se joue actuellement à Nice. Les 15 vont devoir franchir 4 obstacles. Le premier, les coopérations renforcées. Cela semble acquis, donc un obstacle franchi. Deuxième obstacle, la taille de la Commission européenne. La discussion pourrait être reportée à plus tard. Troisième obstacle, la majorité qualifiée. Actuellement, trop de décisions au sein de l'Europe se prennent à l'unanimité. À 15, cela bloque un peu les institutions, mais à 23, ce sera l'immobilisme. Il faut que certains pays oublient certains égoïsmes. C'est vrai que la Grande-Bretagne veut garder son droit de veto sur la fiscalité, la Suède sur la sécurité sociale et la France sur l'exception culturelle. Quatrième et dernier obstacle, et il est de taille, la pondération des voix. C'est le vrai pouvoir politique. Gerhard Schröder est prêt à faire des concessions à Jacques Chirac, mais il demandera des compensations. Certains pays voudraient que leur voix se fasse mieux entendre dans le concert des nations européennes. C'est le cas de l'Espagne, de la Hollande. Bref, vous voyez, la tension est réelle et l'impasse totale. La nuit, pour rédiger une synthèse, il faut que cette synthèse soit vraiment une synthèse, comme vous le disiez, œcuménique. Si l'on veut voir demain matin la petite fumée blanche se lever au-dessus de l'acropolis de Nice. Nous verrons et nous guetterons la fumée blanche. Merci Christian-Marie. Les rues de Nice sont retrouvées depuis ce matin un certain calme. Les habitants n'en finissent pas de commenter les affrontements de la veille qui ont parfois tourné à l'émeute. Cet après-midi, comparaissaient 2 manifestants espagnols condamnés chacun à 1 mois de prison ferme. Une procédure d'urgence pour un jugement qui promet d'être commenté. Alban Mikosi, Olivier Théron. Le calme semble revenu ce soir sur Nice, une journée pluvieuse où aucun débordement n'a été observé. Les manifestants du jour, comme ces Anglais opposés aux décisions de Tony Blair, favorables au clonage animal, manient plus la dérision que le jet de pierre. L'heure est donc au bilan. Une vingtaine de boutiques touchées, tout un quartier de Nice tente d'effacer les traces des violences. Je préfère la petite travail comme il faut parce qu'ils ont préservé l'Acropolis, je veux bien, c'est des chefs d'État, c'est normal, mais il faut aussi préserver les commerçants. Sur la banque incendiée, des planches ont été posées. Le coût total des dégâts se chiffrera en centaines de milliers de francs. Hier, dans ce même quartier, les affrontements avaient fait une vingtaine de blessés parmi les forces de l'ordre, dont un sérieusement atteint. Dans le feu de l'action, 50 personnes ont été interpellées. Cet après-midi, au palais de justice, 2 jeunes Espagnols ont été jugés en comparution immédiate. Ils ont été condamnés à 1 mois de prison ferme, sanction très lourde selon les associations. Et ces 2 jeunes vont payer parce que c'est une décision politique, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on vienne ici, ils ne voulaient pas que les gens viennent manifester, ils ont tout fait pour qu'on ne vienne pas et pour dire que c'était complètement inutile. C'est injuste complètement. Les avocats ont annoncé qu'ils feraient appel de cette décision. Dehors, une centaine de manifestants, drapeau noir en tête, ils promettent que leur mobilisation n'est pas terminée.
À Carcassonne, la cour d'assises a condamné il y a quelques instants Jean-Paul Barbeau à 30 ans de réclusion criminelle, dont 2 tiers de peine de sûreté. Un verdict exemplaire à l'encontre de ce faux médecin scolaire accusé de viol, d'agression sexuelle et d'enlèvement sur plusieurs fillettes. Les aveux de ce père de famille, en apparence sans histoire, personnage ô combien complexe, qui n'a pas cessé pendant les 3 jours du procès de demander pardon aux familles des victimes. Il n'a pas convaincu. Valérie Hermite, José Boulestex. C'est la fin des débats. Et Jean-Paul Barbeau prend une dernière fois la parole. Pendant 3 jours, dit-il, j'ai entendu les cris de détresse de ces enfants. C'est moi qui en suis la cause. Je me mets à genoux et je leur demande pardon. Qui est vraiment Jean-Paul Barbeau? Ce père de famille meurtri, blessé à tout jamais par son enfance, qui a dérapé et le regrette? Ou bien ce prédateur organisé, calculateur, qu'ont dépeint les parties civiles et l'accusation? Pour l'avocat général, il s'est servi de son intelligence pour briser des petites filles. Son repentir est un leurre et sa sincérité un piège tendu aux jurés. La défense conteste. Comment peut-on balayer d'un revers de main 4 générations de violeurs, d'inceste? Pourquoi douter de sa sincérité? C'est lui seul qui a avoué tous ses crimes. Qui est vraiment Jean-Paul Barbeau? Cette question, son ex-épouse se la pose depuis 4 ans. À la souffrance des victimes s'est ajoutée celle de sa famille. À la culpabilité de son mari s'est superposée la sienne. J'ai culpabilisé parce que j'ai dit pourquoi j'ai pas vu? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et je me suis sentie salie. Je me suis sentie trahie par l'homme que j'aimais. Je me suis sentie trahie par le père de mes enfants. Et aujourd'hui encore, 4 ans après, je sens toujours cet état de saleté. Je pense qu'il faut que la justice ou l'État, je ne sais pas, se donne les moyens de soigner ces gens-là. C'est important pour eux et c'est important pour la société. Il faut protéger nos enfants. Il faut protéger, après, mes petits-enfants. Il faut se protéger tous. La justice est passée, mais elle n'a pas parlé de soins. 30 ans de réclusion criminelle pour Jean-Paul Barbeau, dont 20 ans de peine de sûreté. L'affaire du vrai faux passeport d'Alfred Sirven, passeport qui aurait facilité la fuite de l'ancien numéro 2 du groupe ELF. Bien des scénarios sont envisagés. Pour sa part, la police des polices n'aurait constaté aucun dysfonctionnement. Aujourd'hui, les enquêteurs de la brigade financière se sont intéressés au fils de Robert Lapierre. Il vient d'être mis en examen. Il a avoué avoir vendu le passeport à l'un de ses amis pour une somme importante. Olivier Galzier. Ici repose Robert Lapierre, artisan fourreur sans histoire, mort en 98. Monsieur Lapierre a au moins 3 points communs avec l'homme clé de l'affaire Elf, Alfred Sirven. Son année de naissance, sa corpulence et son passeport. Hier, l'Express révélait qu'Alfred Sirven a utilisé depuis 2 ans le passeport du défunt Monsieur Lapierre, un vrai passeport sur lequel il aurait rajouté sa photo. Le document a été émis ici, dans le 18e arrondissement de Paris, le 21 avril 98. Problème, à cette date, M. Lapierre était mourant. En fait, ce passeport aurait été commandé par son fils. Il est actuellement entendu par le juge chargé de l'enquête. Décidément, dans l'affaire Elf, M. Sirven semble avoir eu bien des anges gardiens depuis qu'il est recherché par la justice. Cette photo, par exemple, elle n'est parvenue aux policiers d'Interpol qu'en 99, 1 an et demi après le mandat d'arrêt international lancé par la juge Eva Joly. 1 an et demi de perdu. Il y a aussi ce permis de résident permanent accordé par la Suisse alors que l'homme était déjà recherché par la justice française. Mais quels sont donc les réseaux d'influence d'Alfred Sirven? Éric Stirlen, un homme qui l'a bien connu, ancien garde du corps de Christine de Viejoncourt, dira un jour à la justice « M. Sirven a des appuis haut placés dans la police ». Il faisait allusion à un vol de scellés au sein même de la brigade financière. Aujourd'hui, l'homme qui en sait trop serait en cavale aux Philippines, comme le montrent ses photos. À plusieurs reprises, il a échappé de justesse aux policiers. La dernière fois, c'était en octobre, au 44 de la rue Chicot à Manille. Alfred Sirven aurait été prévenu par une taupe quelques heures avant le coup de filet. Une taupe qui pourrait être parisienne de sources proches de l'enquête, comme si certains n'avaient pas intérêt à ce qu'il parle. Nouveau développement concernant ce prêtre québécois dont nous vous parlions la semaine dernière. Il s'était livré à la justice pour pédophilie. Depuis, il a été mis en examen et écroué. Alors, ce prêtre canadien avait déjà un lourd passé et Monseigneur Gaillot, en personne à l'époque évêque d'Évreux, avait en connaissance de cause accueilli cet homme dont les antécédents judiciaires faisaient état d'une condamnation pour agression sexuelle sur mineur. Loïc Delamornay.
Si le prêtre Denis Vadeboncoeur est arrivé dans la commune de Lieuret en 1988, c'est qu'il avait de bonnes raisons de s'éclipser de son pays d'origine, le Canada. En 1985, il y avait été arrêté et condamné pour indécence, agression sexuelle à l'égard d'adolescents de 12 à 17 ans et acte de sodomie sur l'un d'entre eux. Avec son arrivée en France, l'Église voulait lui offrir une seconde chance. Mais les autorités religieuses du Québec avaient tenu à prévenir très clairement leurs homologues français, en l'occurrence Monseigneur Gaillot, à l'époque évêque d'Évreux. Le provincial de cette époque-là, a envoyé une lettre à Monseigneur Gaillot, l'informant du dossier judiciaire de Denis. Et je pense qu'il a envoyé une deuxième lettre, dont j'ai la copie aussi, et qui demandait s'il était bien au courant. Cette correspondance la voici, avec accusé de réception de l'évêché d'Évreux. À plusieurs reprises, comme dans cette lettre datée du 29 octobre 1987, les Canadiens alertent Monseigneur Gaillot de la manière la plus explicite. On pourrait croire qu'il se sentait plus à l'aise avec des êtres plus fragiles pour exercer ses tendances homosexuelles. On peut entretenir certains doutes sur sa capacité de ne pas récidiver, particulièrement dans les moments difficiles. Par ailleurs, sa récente expérience peut difficilement enlever toute appréhension. Ce matin, dans un communiqué, Monseigneur Gaillot a reconnu qu'il avait autrefois été informé du passé du prêtre canadien, mais qu'il avait voulu lui faire confiance dans sa volonté de réinsertion. La question est de savoir si la paroisse de Lieuret, où le prêtre encadrait les jeunes et les emmenait en vacances, était la charge la plus indiquée pour un ancien pédophile repenti. Le plan de bataille du gouvernement pour stocker et détruire les farines animales. L'homme en charge de cet immense dispositif, le préfet Jean-Paul Proust, présentait cet après-midi la liste des sites privilégiant à chaque fois les zones industrielles pour ne pas léser les habitants. Nathalie Moisan, Séverine Lebrun. Nous sommes à Montauban de Bretagne. C'est l'une des 3 communes pressenties en Ille-et-Vilaine pour stocker des farines animales. Une commune sélectionnée pour ses silos qui stockent déjà du maïs. Et même si rien n'est sûr, les riverains qui n'ont pas été avertis redoutent les nuisances à venir. Je ne veux pas, absolument pas, d'un site avec les farines animales. C'est un risque d'explosion. Je ne veux pas que ça arrive dans mon coin. Et je vais mobiliser tous mes voisins pour aller voir le maire, pour que lui fasse le nécessaire afin que ça ne soit pas installé ici. En tout, c'est une vingtaine de sites qui ont été retenus dans toute la France pour entreposer les farines. Une quinzaine d'autres est à l'étude. Mais pour le préfet Jean-Paul Proust, qui présentait cet après-midi son plan à la presse, l'objectif est à terme d'utiliser ces farines pour produire de l'énergie. Les cimentiers peuvent brûler jusqu'à 450 000 tonnes par an. Charbonnage de France pourrait utiliser les farines dans ses centrales thermiques. Et EDF envisage de construire 1 à 2 centrales. Il y a également tous les contacts que l'on a avec les papetiers, avec l'industrie de l'aluminium, avec les verreries, tous les grands consommateurs d'énergie. Ces contacts sont très positifs et je pense que dès l'année 2001, nous consommerons plus des 3/4, c'est-à-dire au moins 500 000 tonnes de ces farines pour faire de l'énergie. Quant aux graisses, elles seront stockées sur les sites pétroliers, à Dunkerque, en Basse-Seine, Basse-Loire, Gironde et à Lac. Elles remplaceront le fioul dans certaines industries. Au total, c'est 1 million de tonnes de graisse et de farine qu'il faudra traiter. Coût de l'opération en 2001, 2 milliards de francs. Dans le Bas-Rhin à Haguenau, ce matin, une explosion dans une usine chimique a fait craindre un moment la présence d'un nuage toxique. L'incendie n'a pas fait de victimes, mais les habitants n'ont été confinés chez eux que quelques heures. Plus d'une centaine de pompiers sont intervenus. Les flammes atteignaient plusieurs mètres de hauteur. L'usine en question fabrique des cols et des mastiques pour l'industrie. 3 écoles ont été évacuées à titre de précaution. L'avant-projet de loi sur la modification du statut de la Corse. Au 2e jour des débats, les élus de l'Assemblée vont examiner la multitude d'amendements déposés et le vote ne pourrait intervenir que cette nuit ou demain. Parmi les critiques les plus acerbes, le dispositif antiterroriste. Reportage Arnaud Boutet et Olivier Robert. En Corse, les apparences sont parfois trompeuses. Hier soir, tous les élus de l'Assemblée territoriale festoyaient autour de l'agneau de lait, officiellement pour rassurer les consommateurs après l'épidémie de fièvre catarrhale. Mais cet immense banquet politique célébrait aussi, quelques heures avant le vote, le projet de loi sur la Corse négocié depuis 1 an. Des élus souriants, confiants, et pourtant ce matin, ces mêmes conseillers n'avaient qu'une seule préoccupation, déposer des amendements. Dans le détail, le texte de Daniel Vaillant ne leur convient pas. José Rossi, par exemple, souhaite plus de pouvoir et accuse certains ministères. Il reste dans un certain nombre de ministères, et je pense en particulier
au ministère de l'Environnement ou au ministère du Tourisme à lâcher ce qui doit être lâché pour que nous soyons pleinement responsables et nous ne fuirons pas nos responsabilités. Depuis une semaine, les juristes ont planché sur chaque article pour pointer des oublis ou bien mettre en garde contre des transferts de propriété que les élus ne souhaitent pas. Certains groupes restent divisés. Chez les radicaux, Nicolas Alfonsi rejette le projet de loi, Émile Zuccarelli émet des réserves et Paul Jacobi soutient le texte. Il va jusqu'à condamner les récentes arrestations de militants nationalistes. Je souhaite que l'on se ressaisisse. Je souhaite qu'à aucun moment on ne puisse penser qu'il y a des juges en France qui puissent être guidés par la passion politique. Les élus nationalistes vont plus loin. Nous demandons clairement la dissolution de la 14e section, la dissolution de l'ensemble des juridictions dites antiterroristes et des textes qui vont avec et qui sont des textes d'exception. Autre débat plus technique, celui de l'analyse des quelques 110 amendements. Les élus veulent émettre un avis très clair au gouvernement avant de voter ce texte. Le Conseil constitutionnel a entériné la loi sur la solidarité et le renouvellement urbain, mais a censuré le système de sanctions financières pour les communes qui n'auraient pas au moins 20% de logements sociaux. En Israël, pour cette journée de la colère palestinienne marquant l'anniversaire de la première intifada, nouvelle flambée de violence, au total 10 morts et plusieurs blessés. 2 colons israéliens ont été tués dans un attentat, 2 Palestiniens par des tirs de l'armée de Tsahal. Ambiance d'émeute à Jérusalem dans la vieille ville à la sortie de la prière. Charles Anderlin. 8h45 ce matin près de Kiryat Arba, l'implantation juive de Hébron. Depuis une voiture, des Palestiniens ont ouvert le feu sur ce véhicule. Une Israélienne a été tuée sur le coup. Le chauffeur décédera quelques heures plus tard à l'hôpital. Un 3e Israélien est gravement blessé. Midi, à Jérusalem, c'est la prière sur l'esplanade des mosquées. Dès la fin de la cérémonie, des jeunes Palestiniens attaquent à coups de pierre la police israélienne qui riposte par des tirs de balles en métal caoutchouté. Nous protestons parce que les Israéliens ne laissent pas nos frères de Cisjordanie et de Gaza venir prier. S'ils ne nous laissent pas passer, nous prierons ici dans la rue. Pendant ce temps, près du domicile du Premier ministre Ehud Barak, comme chaque vendredi, le mouvement des femmes en noir manifeste contre l'occupation des territoires palestiniens. Mais cette fois, l'extrême droite est là. Un militant de droite répond aux pacifistes « Quand il y aura la guerre, vous serez pendus ». La police est finalement intervenue. Il y a un blessé. Le convoi funèbre de l'Israélienne tuée ce matin est passé par cette rue. C'était une mère de 6 enfants. Dans la vieille ville, les accrochages se sont poursuivis. Un jeune Palestinien a été tué. Ses camarades ont incendié un poste de police. Le bilan de la journée, à 19h, 3 Israéliens tués par des balles palestiniennes, 7 Palestiniens tués par des balles ou des obus israéliens. Et à l'instant, on apprend qu'Israël a décidé d'imposer un blocus total des villes de Cisjordanie. À Moscou, les députés de la Douma ont décidé de rétablir l'hymne national choisi par Staline. Belle majorité pour ce projet de loi soutenu par Vladimir Poutine. On garde la musique, mais seules les paroles changent. L'histoire ne se réécrit pas. Dorothée Olyric. Composé lors de la Deuxième Guerre mondiale, cet hymne a été celui de l'URSS pendant 50 ans. Il glorifie Staline et la Russie communiste. Cette mélodie, les Russes vont donc l'entendre à nouveau, mais avec d'autres paroles. Vladimir Poutine ne voulait plus de l'hymne choisi en 1993 par Boris Yeltsin, un chant patriotique du 19e. Le nouveau président russe rêve de redonner à la Russie sa grandeur d'antan. Et c'est pour ça qu'il veut s'octroyer des symboles nationaux, qu'importe leur couleur. Poutine a donc également défendu comme blason l'aigle bicéphale, mais aussi le drapeau tricolore, 2 symboles de l'époque impériale. L'hymne soviétique me donne des frissons. Il réveille en moi des sentiments patriotiques à tel point que j'ai envie de me battre pour ce pays et de l'aider à sortir de la galère où il se trouve. Même si 51% des Russes se disent pour le retour de l'hymne soviétique en changeant les paroles,
Pour les organisations de défense des droits de l'homme, il s'agit d'une profanation de l'histoire. Ce soir, à Moscou, au musée Sakharov, Elena Bonner, la veuve du prix Nobel de la paix, était sous le choc. C'est un événement tragique et j'ai peur qu'il y ait des conséquences tragiques. Pour moi, le retour de cet hymne sur la musique d'Alexandrov, c'est un terrible tournant pour la Russie. Un tournant choisi par Vladimir Poutine au nom de la continuité de l'histoire. L'Américain Edmond Pop, atteint d'un cancer, pourrait être gracié et passer Noël chez lui. Cet homme condamné à 20 ans de camp pour espionnage sera probablement libéré en raison de son état de santé. Vladimir Poutine s'y est dit favorable. Bernard Kouchner, l'administrateur de l'ONU au Kosovo, a achevé sa difficile mission après 18 mois. C'est un Danois qui est ministre de la Défense qui a été nommé cet après-midi à New York. J'en viens maintenant à l'histoire de ce soldat allemand qui s'est illustré héroïquement durant la Seconde Guerre mondiale, mais au service de la France. Il vient de recevoir la Légion d'honneur, car en août 1944, il a préféré trahir son pays plutôt que de détruire le port de Bordeaux. David Bazier, Philippe Dumail. 28 août 1944, Bordeaux fête le départ des Allemands. Les résistants pavoisent dans les rues. Pourtant, le sauveur de la ville s'appelle Heinz Stahlschmidt, un soldat allemand. Cet artificier de la Kriegsmarine était chargé de faire sauter le port de la ville. Sans lui, il y aurait eu des milliers de morts. Grâce à lui, aujourd'hui, tout est intact. Il s'appelle désormais Henri Salmide et habite toujours Bordeaux. Moi, je ne comprenais pas, en août 1944, on voulait démolir le port de Bordeaux. On peut être indifférent à certaines choses, mais à part tout, il y a une mesure, il y a un seuil. Seul avec sa conscience, sans l'aide de la résistance, l'adjudant-chef Stahlschmidt fait sauter le bunker, où étaient stockés les détonateurs destinés à déclencher l'explosion. Quelques jours plus tard, les Allemands quittaient Bordeaux. Nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Tout arrive à qui c'est attendre. Oui, mais à condition de pouvoir devenir âgé. Une Légion d'honneur, 56 ans après, c'est un peu tard. Mais Henri Salmide est heureux, car pendant 40 ans, Bordeaux a refusé d'admettre que son sauveur était allemand. Seuls quelques-uns se sont battus pour le faire reconnaître. Il aimait ce port, il aimait cette façade, il aimait Bordeaux. Voilà. Est-ce que Bordeaux lui a bien rendu ? Non. Pas tellement, parce que certains se sont mis ce fait d'armes dans la poche. Car des résistants ont fabriqué de faux documents pour s'attribuer la destruction du blocos. Certains ont même tenté d'assassiner Henri Salmide. Dans sa cave, il détient des preuves aujourd'hui reconnues par les historiens. En 1995, enfin, un article de journal révèle la vérité. Un soldat allemand est devenu un traître pour sauver des innocents. Il ne faut pas oublier quand même qu'il a tué des Allemands, ce qui lui a fait très mal aussi. À 81 ans, Henri devient le héros de Bordeaux. Heinz n'avait que 25 ans lorsqu'il sauva la ville. La tempête en France a été moins sévère que prévu. En revanche, les inondations dans le sud-ouest de la Grande-Bretagne la nuit dernière ont été meurtrières. 2 personnes, un homme et une femme, se sont noyés dans une rivière en crue. De nombreuses routes ont été coupées, des liaisons ferroviaires interrompues. Des habitants ont trouvé refuge sur le toit de leur camionnette et ont pu être sauvés in extremis. La Grande-Bretagne qui n'en finit pas d'affronter de violentes intempéries. C'est vraisemblablement un acte de malveillance qui a perturbé la circulation des TGV sur la ligne sud-est. À l'origine de cet incident volontaire, la rupture d'une caténaire. Le trafic est à nouveau normal. Stéphane Bretner. Les enquêteurs n'ont pas mis longtemps à trouver la cause de l'accident. Cette barre métallique posée sur une caténaire a arrêté net le TGV de reconnaissance qui ouvrait la ligne Paris-Lyon. Vers 6h30 ce matin, à 160 km de Paris, le train heurte la barre métallique et endommage sur plusieurs centaines de mètres les lignes à haute tension. En 15 jours, c'est le 3e incident du même type sur la ligne TGV. 2 enquêtes ont été ouvertes. Il est clair que pour l'instant, tant que l'enquête n'est pas complètement achevée, on ne peut pas définitivement statuer, mais l'hypothèse d'un acte de malveillance est très probable. Le trafic est resté paralysé toute la matinée. Les 80 TGV Sud-Est ont été détournés vers la ligne classique et les voyageurs devaient compter avec un minimum de 2 heures de retard. Au travail, tôt ce matin, les équipes techniques ont pu rétablir la ligne en milieu d'après-midi.
Ce soir, retour à la normale, reste encore quelques perturbations dues à la remise en service des rames. Inauguration du premier tramway sur pneus en France. C'est à Nancy que ce tram circulera, tantôt sur rail, tantôt comme un bus classique. Il sera mis en circulation au tout début de l'année prochaine. Christine Beauce. Un serpent de verre et de métal, au look futuriste, déploie silencieusement ses 25 mètres de rame, suscitant curiosité et étonnement dans les rues de Nancy. C'est un produit tout à fait nouveau, récent, innovant, qui consiste à fonctionner sur des pneus, comme des bus très ordinaires, mais qui a la particularité de fonctionner à la fois en mode électrique et d'avoir un système de guidage par un rail qui est incrusté dans le sol. Alliance du confort et de la sécurité du tramway et de la souplesse du bus, ce tramway sur pneus peut en effet quitter le rail central de guidage en déconnectant les galets qui le relient au rail. Il sort alors de son site propre et peut emprunter n'importe quelle voie grâce à un moteur thermique d'appoint. On peut quitter le site en toute tranquillité et les autres véhicules qui sont en exploitation peuvent continuer leur service. Avec une aptitude à gravir des pentes de 13%, une importante capacité de braquage, ce tramway nouvelle génération, conçu par une société canadienne, offre l'avantage d'être près de 40% moins cher qu'un tramway ferroviaire. Bref, un transport en commun adapté aux besoins des 300 000 habitants de l'agglomération nancéenne. C'est une technique à notre portée et c'est vraiment un outil idéal pour une agglomération de cette taille. Inauguré aujourd'hui en grande pompe par Bernadette Chirac, le tramway est encore en rodage. Les Nancéens ne peuvent que l'admirer en attendant sa mise en service prévue le 2 janvier. Il y a 20 ans tout juste, un illuminé assassiné à New York John Lennon, mais le temps ne fait rien à l'affaire lorsque le talent est là. La compilation posthume des Beatles, l'album numéro 1, s'est déjà vendu à 12 millions d'exemplaires depuis sa sortie il y a un mois. Pierre-Emmanuel Luneau. C'était un soir d'automne à New York, il y a 20 ans. Soudain, la planète pop s'arrêtait de tourner. John Lennon a été amené dans une ambulance pour la salle des urgences vers 11 h du soir. Il était mort à son arrivée. Non, il n'est pas mort. Même si on me le dit, il n'est pas mort. Je sais qu'il n'est pas mort. Assassiné de 5 balles de revolver au pied de son immeuble pour un autographe refusé. John Lennon reste aujourd'hui l'une des plus grandes pop stars de l'histoire. Avec les Beatles qu'il fonde en 1958, il connaît une renommée internationale. Au sommet de la gloire des 4 de Liverpool, John Lennon déclare même qu'ils sont devenus plus célèbres que Jésus-Christ. En 1970, pourtant, le groupe se sépare. Le chanteur-guitariste des Beatles devient John Lennon. À ses côtés, une artiste japonaise, Yoko Ono, qui le pousse vers la spiritualité et l'engagement politique. Mais tout s'est arrêté ce soir d'automne à New York. Tout ou presque. À Tokyo, depuis ce matin, des hommes et des femmes de tous âges célèbrent sa mémoire. Et cet après-midi, dans Central Park, les New-Yorkais commencent à se réunir. Leur hommage pourrait durer une bonne partie de la nuit. Avant de refermer ce journal, je voudrais tout de suite passer le relais au parrain du Téléthon, qui n'est autre cette année que Patrick Sébastien. Vous êtes en direct du Champ de Mars, aux côtés de Sophie Davant et de Patrice Laffont. Bonsoir, et j'imagine que vous êtes déjà tous très mobilisés. On est tous très mobilisés. Juste derrière moi, il y a la magnifique Tour Eiffel, qui est aussi belle que vous. Et devant, il y a une grande tente que vous n'avez pas encore vue, un grand chapiteau, dans lequel on fait les derniers préparatifs pour une grande soirée, c'est déjà ce soir, et une grande journée demain. Et je sais que les téléspectateurs ont commencé à être très généreux. Alors, juste, il faut qu'ils continuent. Hein. C'est le 36-37, c'est ça, je crois. Voilà, hein. tout à fait. Alors, pour quelle raison vous avez accepté de tenir ce rôle primordial de parrain du Téléthon ? Ben pour moi, c'est symbolique. On est à la fin d'un siècle, on arrive à un nouveau siècle, et moi, je me bats depuis le début de ma vie pour la générosité. C'est-à-dire que je pense que le salut de la société passe par la générosité. Alors pour moi, c'est très symbolique de venir m'adresser aux gens en leur disant « Soyez généreux pour ces maladies rares. La solidarité, un jour, c'est vous
qui en faites partie, puis demain vous en aurez besoin. Alors je pense qu'il faut qu'on choisisse la société dans laquelle on veut évoluer. Pour moi, la société dans laquelle on veut évoluer, ça doit être une société de générosité et d'amour. Alors c'est pour ça que je suis parfaitement à ma place et que j'espère bien motiver à la fois les gens pour donner beaucoup, pour le Téléthon, parce qu'ils en ont besoin, et puis ils ont trouvé aussi cette année. Il y a eu plein de vrais progrès réalisés, et puis aussi d'être là aussi pour le regard continuel qu'on a sur les gens handicapés et sur les gens différents. Je voudrais que ce soit un regard normal. Voilà. Parfait, le message est bien passé. On vous retrouve évidemment tout de suite après ce journal et pour donc 30 heures de direct avec tous les invités aux côtés donc de Sophie Davant et de Patrice Laffont. À tout à l'heure donc. Avant de finir ce journal, cette information internationale concernant les élections américaines, les 2 juges de Floride refusent, je viens de l'apprendre, la demande d'Al Gore d'annuler 25 000 bulletins de vote qui étaient des votes par correspondance, ce qui est un revers pour le candidat démocrate. On attend un autre jugement de la Cour suprême de Floride. C'est vraiment maintenant la fin de ce journal. Je vous en rappelle le principal titre, le sommet européen de Nice, dans le vif du sujet. Trouver coûte que coûte un accord sur la réforme des institutions. Les chefs d'État se disent confiants, mais on va sérieusement marchander. Dans un instant, la météo Laurent Romeshko, puis le point route Valérie Maurice. À 20h50, bien évidemment, votre soirée Téléthon. J'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.